25 février 1995, Gerard McClellan contre Nigel Benn pour la ceinture WBC des poids moyens détenue par Nigel Benn. Gerard McClellan tente de devenir champion du monde dans une deuxième catégorie. Il a un record total de 31 victoires dont 29 par KO et 2 défaites. Il a un ratio de 94% de victoires par KO. Il est sur une série de 21 victoires d'affilée dont 19 par KO avant ce combat. Il est l'un des boxeurs les plus évités et les plus violents de la boxe. Dans le ring, c'est un assassin impitoyable. À ce moment, McClellan était au top de sa forme. Mike Tyson a dit qu'à son avis, McClellan était le meilleur combattant à l'heure actuelle. Who's the best of those out there? Joe McClellan, I've seen some tapes of him, just some highlights, and he seems like a dynamo. Mais en face de lui, il y avait Nigel Benn qui avait un record de 39 victoires pour seulement 2 défaites et qui était aussi l'un des meilleurs combattants à l'époque et l'un des combattants les plus excitants à voir combattre. Tout était là pour avoir un combat explosif et ça n'a pas tardé car dès la première minute du premier round, McClellan envoya Benn pas au tapis mais carrément en dehors du ring. Ce qu'il faut savoir, c'est que McClellan avait 20 KO au premier round dans sa carrière. C'est le plus grand nombre de l'histoire de la boxe en combat de championnat du monde et on se dirigeait vers un 21e KO au premier round et une autre performance dominante pour l'un des meilleurs boxeurs de sa génération. Sauf qu'en face de lui, cette fois-ci, était un dur à cuire. Nigel Benn remonta dans le ring et commença à envoyer des parpaings à McClellan. Benn était connu pour son style agressif de bagarreur et ils se sont fait la guerre pendant des minutes et des minutes. Nigel Benn est reparti au tapis pendant le 8e round. L'arbitre était tout proche de stopper le combat, mais Benn survécut. Au 9e round, Benn toucha McClellan d'une droite et ensuite plongea et lui mettait un coup de tête, ce qui envoya McClellan au tapis. À cause du coup de tête, McClellan avait du mal à voir, il clignait des yeux et était sonné. Et au 10e round, McClellan mit un genou par terre parce qu'il était très mal en point. Quelque chose le gênait. Il se grattait les yeux comme s'il ne pouvait plus voir. L'arbitre compta jusqu'à 10 et le combat s'arrêta. McClellan retourna dans son coin puis s'effondra par terre. Il faut dire que pendant le combat, McClellan prit énormément de dégâts et surtout le coup derrière la tête, ce qui était extrêmement dangereux. Et ce coup de tête que Nigel Benn asséna à McClellan avait créé un caillot de sang dans son cerveau qui a eu des conséquences irréversibles. McClellan a été emmené d'urgence à l'hôpital et a passé 11 jours dans le coma. Et à son réveil, il était totalement aveugle et sourd à 80% et il avait perdu une partie de sa mémoire. J'ai commencé la vidéo par cette histoire pour montrer que tout peut aller très vite dans la boxe. McClellan était au top et en un combat, il s'est retrouvé handicapé à vie. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de boxe pensent que la boxe est facile. Pour eux, la boxe c'est mettre des coups et ne pas prendre de coups. Quand ils voient la boxe, ils se mettent toujours à la place de celui qui met le KO et pas celui qui le prend. Ensuite, ils vont à la salle en pensant dominer tout le monde et en pensant que ça sera facile. Mais quand ils prennent un premier coup au nez, ils remettent tout en question. Ils se disent « Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ?» Quand vous rentrez d'un sparring dur et que vous avez une migraine et que vous êtes lent à la détente, que vous avez du mal à réfléchir, vous vous dites que c'est passager. Oui, c'est peut-être passager pour le moment, mais les séquelles, vous allez probablement les subir quand vous serez plus âgé. Déclin des capacités cognitives, perte de mémoire, etc. Vous savez, il y a toujours ce gars qui a quelque chose à prouver dans la salle, qui veut se prouver quelque chose ou veut prouver aux autres qu'il est dur. Quand le coach regarde un de vos exercices, il va plus fort pour montrer qu'il est trop balèze. Vraiment, la culture du tough guy, il faut lâcher ça. Être dur, ça veut juste dire que tu peux prendre les raclés mieux que les autres. Mais c'est pas forcément une bonne chose, car les plus gros dégâts que les boxeurs prennent sont en sparring. Regardez Max Holloway. You guys only get one brain, save it. You sparred enough, you train enough, you know how to punch someone, you know how to slip a punch. Why are you gonna take unnecessary damage? Ne faites pas de sparring dur, surtout si vous ne faites pas de compétition, c'est juste bête. Et même si vous faites du sparring léger, faites attention, parce qu'un coup au cerveau reste un coup au cerveau. Il faut se poser une question, est-ce que se prendre des dégâts significatifs qui auront un impact dans votre vie de tous les jours vaut le coup pour un sport ? Meldrick Taylor était un très grand talent et était l'un des boxeurs les plus précoces de l'histoire de la boxe. Pour prouver sa précocité, il y a juste à parler de son accomplissement de devenir le plus jeune médaillé d'or de l'histoire des Jeux Olympiques en 1984 à seulement 17 ans. Et il est ensuite devenu champion du monde à 21 ans. Il est l'un des plus jeunes champions du monde de l'histoire de la boxe. Meldrick Taylor était connu pour ses mains rapides et ses grosses combinaisons. À 23 ans et déjà reconnu comme l'un des meilleurs boxeurs au monde, il décida d'affronter le meilleur boxeur mexicain de l'histoire, Julio César Chávez. C'était un choc d'invaincu, 24-0 pour Taylor et un impressionnant 68-0 pour Chávez. Chávez remporta le combat en mettant Taylor KO à 2 secondes de la fin du dernier round alors que Taylor était devant au pointage.
et sa carrière a pris une trajectoire totalement différente que ce qu'elle devait prendre et il n'était plus jamais le même. Dans les 12 années qui suivirent, Taylor perdit 7 fois, dont 3 fois par KO. Il prit énormément de dégâts et est potentiellement atteint de CTE, en français encéphalopathie traumatique chronique. CTE est une maladie neurodégénérative qui atteint les sportifs qui ont reçu beaucoup de chocs à la tête. Les sports où il y a plus de risques sont la boxe, le MMA, le rugby et le football américain. Cette maladie ne peut être diagnostiquée qu'après la mort, mais certains signes peuvent indiquer qu'une personne est atteinte de cette maladie, tels que la difficulté à s'exprimer. Il y a juste à regarder les vidéos de Meldrick Taylor quand il s'exprime quand il est dans la vingtaine et quand il s'exprime après sa carrière. For me to show the world that I'm the best fighter out there at 23 pound for pound in the world. What's about to take place tonight with the new portion by Damon Feldman. Champions of tomorrow. I'm looking forward to a good portion. Il y a aussi la perte de mémoire. My uncle Roger Mayweather has lost a lot of memory from the sport of boxing. Boxing is wear and tear on the body. My uncle Roger don't even know who I am no more. Il y a comme autre signe de CTE la dépression, les troubles de la personnalité et même la démence. Au final, quand vous voyez ça, posez-vous la question, est-ce que cela vaut vraiment le coup ? Et je vous parle en connaissance de cause, car j'ai déjà interviewé des boxeurs pros qui couraient très tôt le matin avant d'aller travailler la journée et le soir faisaient 2 heures de route pour aller dans une autre ville pour aller dans leur club s'entraîner une deuxième fois pour rentrer hyper tard la nuit et recommencer ça le lendemain. Les boxeurs ne sont payés que par combat et parfois ils peuvent faire plus d'1 an sans combattre. Et quand ils combattaient, ils n'étaient payés même pas plus de 2000 €. Et parfois, certains combattants doués, mais en manque d'opportunités, vont même payer pour combattre. Je me disais, mais mec, je pense que ta vie serait beaucoup plus facile si tu prenais un travail normal. Si vous prenez des dégâts et endommagez votre santé, au moins faites-vous de l'argent. Et même dans le cas où vous feriez de l'argent, ça ne vaudra jamais la santé, mais au moins il y aura une compensation. Mais ces boxeurs vivent tous dans l'espoir d'avoir ce gros combat qui va leur rapporter de l'argent et qui va changer leur lignée, sauf qu'en attendant ce combat, chaque combat qu'ils prennent entre-temps est un risque. Car s'ils perdent, les promoteurs et sponsors les jettent à la poubelle et ils n'auront jamais ce combat qui pourrait changer leur vie, qui de toute façon n'arrive que très rarement. De toute façon, pour moi, la boxe, c'est simple. Reste invaincu assez longtemps pour obtenir ce combat qui te permettra d'être riche, car dans une carrière de boxeur, tu vas probablement perdre. Donc il faut que la défaite vienne assez tard dans ta carrière pour que tu aies déjà eu le temps de te faire des sous. Prenez l'exemple de Stephen Fulton, champion invaincu unifié dans la catégorie des featherweight et était l'un des meilleurs boxeurs au monde et enchaînait les main events et devenait une tête d'affiche. Fulton a décidé d'accepter le challenge d'affronter le tueur Naoya Inoue au Japon chez lui. Inoue était 2e au pound for pound derrière Crawford à ce moment-là. Et malheureusement pour Fulton, il a perdu ce combat et c'était la première défaite de sa carrière. Et après ce combat, il a vu comment les gens l'ont traité. And I see how they treated me by putting me on the prelims when I lost. Yeah, I was pissed. I know. I'm saying like, bro, I lost one fight, y'all put me on the prelims. Et dites-vous que Fulton est l'un des meilleurs boxeurs au monde. Donc imaginez-vous comment les boxeurs pas connus et qui ne rapportent pas autant d'argent que ça à leurs promoteurs sont traités quand ils perdent. C'est pour ça que quand les gens parlent de Tank Davis contre Jake Paul, ça me fait rire. Parce que si vous étiez à sa place, vous auriez très probablement fait la même chose. Il veut mettre sa famille à l'abri. Il y a certains combattants qui atteignent leur plafond de verre tôt et se rendent compte qu'ils ne sont pas assez forts pour obtenir ce combat pivot et ensuite enchaînent les défaites, sauf qu'ils ont tout misé sur la boxe. Donc après, ils sont obligés de retourner dans la vie active, sauf qu'ils n'ont ni diplôme, ni qualification, pas d'argent et en plus des problèmes de santé dus à la boxe. À la fin d'un combat, il y a un gagnant et un perdant. Mais au final, les combattants ne sont pas-ils tous perdants ?